Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition des 7 heures. Le chef d'État et le gouvernement de la SADC se sont mis d'accord à prolonger la présence sur le sol congolais des forces de la SADC. La ministre des Affaires étrangères, qui a représenté la République démocratique du Congo à cette rencontre, a salué la prise de position des pays membres de la SADC. Reportage. En effet, il y a eu un sommet extraordinaire de la SADC, y compris aussi une rencontre de la Troïka sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Le point principal était le renouvellement de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, la SAMI RDC, qui est là depuis une année maintenant, qui nous accompagne dans le processus aussi de stabilisation, de pacification et qui est un élément complémentaire aux efforts diplomatiques en cours maintenant vers une pacification de la province du Nord Kivu. Ce qui est important, en effet, c'est que ce mandat a été prolongé d'une année, du 14 décembre 2024 au 14 décembre 2025. Nous prenons note et nous saluons évidemment la solidarité continue des États membres de la SADC qui reconnaissent qu'une attaque contre un État membre est une attaque contre toute la SADC. Il est extrêmement important de voir que ce principe ancré dans la SADC est respecté par tous et honoré par tous. Au-delà de cela, la SADC s'est aussi prononcée sur d'autres aspects de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, y compris une question sur laquelle le Conseil des ministres de la semaine passée avait déjà parlé, la mise en place d'autorités illégitimes et illégale par le Rwanda avec ses supplétifs du M23, en particulier dans le territoire de Rutshuru. Ceci a été perçu comme une violation flagrante de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo et condamné fermement. Je pense que c'est un élément très important qui a été soulevé et discuté aussi par les États membres de la SADC. Le troisième point, au-delà de la SAMI-DRC, cette question de l'implantation d'autorités illégales, le troisième point est le processus politique en cours, à savoir le processus de Luanda, mais en même temps, ils ont fustigé les violations flagrantes de l'accord de cessez-le-feu qui est entré en vigueur le 4 août. Ils ont appelé au Rwanda de mieux respecter ce cessez-le-feu. Il en ressort très clairement que la SADC comprend qu'il faut une complémentarité des éléments militaires et des éléments diplomatiques pour qu'on puisse parvenir à une résolution durable de la situation. La première ministre a posé ses valises à Goma depuis ce vendredi 22 novembre 2024. Dans son agenda, Judith Suminwa va procéder à l'évaluation de l'état de siège et communier avec toutes les couches sociales des provinces de l'Itourie et du Nord Kivu, deux provinces qui sont sous l'état de siège. Commentaire Chemin Dondo. Banderole et calicot à main, les Kivusiens étaient mobilisés et impatients, attendant avec ferveur l'atterrissage de l'avion de la chef du gouvernement. C'est aux alentours des midi que la première ministre et sa délégation ont foulé le sol de l'aéroport de Goma, accueillis par une atmosphère électrique. Au pied de l'avion, un chaleureux accueil les attendait. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, les autorités coutumières, des membres de son gouvernement, des élus provinciaux, mais surtout un véritable bain de foule, vibrant d'énergie et d'espoir. Cette mission de 2 jours à Goma et Bunia a pour objectif d'évaluer minutieusement les mesures transitoires en cours dans les provinces sous état de siège. La suspension définitive de cette mesure serait un pas décisif vers le renforcement de l'autorité de l'État et la protection des populations civiles, un enjeu vital pour l'avenir de la région. Comme vous le savez, l'année dernière, le président a pris une ordonnance avec des mesures d'atténuation par rapport à l'état de siège. C'est vrai que toutes les mesures d'application n'ont pas été mises en place et donc c'était important pour nous de venir de discuter avec les forces vives de la province et de pouvoir voir est-ce qu'il y a des éléments nouveaux pour voir comment on va assurer l'application de ces mesures-là ou aller un peu plus loin par rapport à ce qui avait déjà été prévu. Les Kivusiens, impressionnés par la capacité de côte de la première ministre Judith Suminwa, sont remplis d'espoir. Ils voient dans cette visite un signe tangible de changement, nourrissant leur aspiration à un avenir meilleur pour cette partie du pays. Ensemble, ils croient en la possibilité d'un nouveau et se tiennent prêts à s'engager pour construire un avenir prometteur.
Les travaux du séminaire de réflexion sur l'amélioration du cadre juridique des gestions des contentieux électoraux en RDC se sont clôturés. Les participants ont formulé des recommandations au terme de ces assises, des recommandations à soumettre, et bien entendu, au Conseil supérieur de la magistrature. Le premier vice-président du Sénat, José Kalala, à la cérémonie de clôture de ce séminaire, reportage Anita Luamba. La participation du premier vice-président du Sénat, José Kalala Kalala, au séminaire de réflexion sur l'amélioration du cadre légal de gestion des contentieux électoraux en droit congolais témoigne de l'engagement de la République de renforcer l'état de droit. Organisé par le Conseil supérieur de la magistrature, les participants à ces assises ont formulé pendant 3 jours les recommandations, notamment la demande du Conseil supérieur de la magistrature de réviser l'article 70 qui donne à la CENI la possibilité de redresser les résultats en cas d'erreur matérielle. Donc on sollicite qu'on puisse accorder 30 jours aux cours administratifs d'appel pour gérer les contentieux et 45 jours au Conseil d'État qui reçoit les recours venant de toutes les provinces. Dieudonné Kamouleta Badibanga, président du Conseil supérieur de la magistrature, a dans son mot soutenu l'état de droit prôné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au bout de ces 3 jours, en effet, vous avez relevé des contraintes de tous ordres dans le traitement des contentieux électoraux. Les unes sont d'ordre matériel et conjoncturel, telles que la transmission à temps utile des plis au juge électoral. Un jour avant, José Kalala Kalala a reçu Maurice Chikouya, président du caucus des députés de Mbujimaï, venu lui exposer sa préoccupation relative au développement de sa province, dont les infrastructures et l'économie. Les hommes d'affaires de la République démocratique du Congo et de l'Égypte viennent de signer un protocole d'accord pour la mise en place des projets de développement en faveur de la République démocratique du Congo. Une cérémonie présidée par le ministre égyptien des Affaires étrangères, cérémonie à laquelle ont pris part les membres de la Fédération des entreprises du Congo. Reportage Yvette Makoutima et Patrick Moussoué. L'Égypte entend renforcer son partenariat économique avec les pays africains en général et la République démocratique du Congo en particulier. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Bader Abdel Atti, qui porte ces dossiers, révèle que les Égyptiens sont inversés par les bâtiments, les infrastructures, l'énergie et autres. Les hommes d'affaires des 2 pays et la Fédération des entreprises du Congo ont signé un protocole d'accord quant à ces. Ceux de la RDC ont été représentés par le numéro 1 des business partenaires africains, Lili Lumande. Le Congo, c'est d'abord un coffre-fort de matières premières. Mais nous, à l'état actuel, nous ne voulons plus vendre nos matières premières à l'état brut. Nous voulons nouer des partenariats pour créer de la valeur ajoutée à l'intérieur de notre pays. Parce que si nous devons arriver à avoir une économie résiliente, nous devons installer une chaîne de valeur à l'intérieur du pays. Ce qui nous intéresse à l'Égypte, c'est peut-être la technologie, c'est peut-être la diversification de sources de financement, mais un deal ou un partenariat gagnant-gagnant. La RDC et l'Égypte sont engagés dans un partenariat mutuellement avantageux. Et concernant la relance de l'opération de l'octroi des cartes d'identité nationale en République démocratique du Congo, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, séjourne à Accra, où elle a effectué une visite aux installations des National Identification Authority, une structure chargée de doter les citoyens et étrangers des cartes d'identité à Accra. Jacques Kabouaba, Yvette Makoutima pour le reportage. La relance de l'opération d'identification de la population congolaise demeure la priorité du gouvernement souminois, conformément aux instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Poursuivant son séjour de travail à Accra, la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tshela-Kamba, a visité les installations du bureau de National Identification Authority, établissement public chargé de délivrer la carte d'identité nationale aux citoyens et étrangers au Ghana.
Occasion pour le numéro 2 de la territoriale de la RDC de s'assurer des témoignages reçus du directeur général de l'Office national de l'identification de la population ONIP lors de la dernière séance de travail sur la sécurisation de la carte d'identité ghanéenne. De l'inscription du candidat à la délivrance de la carte, la vice-ministre Eugénie Tchelakamba a été attentive pour comprendre les processus. Elle a également visité les bureaux de la police chargés de traquer les infiltrés et usurpateurs de la nationalité ghanéenne. His Excellency, the President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déterminé à trouver une solution définitive. Voilà pourquoi notre gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa ne dort pas. Nous sommes ici au Ghana parce qu'il est reconnu comme un pays modèle en matière de la sécurisation de ses frontières via la carte d'identité nationale. Cette question constitue à ce jour une priorité des priorités. Ces différents échanges et visites permettront d'élaborer un cahier de charges précis pour la future production des cartes d'identité en RDC, comme l'a annoncé au dernier Conseil des ministres le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani. Chambre basse du Parlement, les députés nationaux ont procédé à l'examen et à l'adoption du rapport ECOFIN sur la loi des finances. Ils ont également examiné 8 projets de loi de ratification et la prorogation de l'état des sièges, nous rapporte Annie Mbalaka. L'Assemblée nationale a institué en son sein une commission pour accompagner l'exécutif de la ville de Kinshasa dans sa lutte contre l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages. C'est à ce titre que le gouverneur Daniel Bomba-Lubaki a reçu en audience les députés Matata Pogno et Adjien Bokele, venus faire avec lui le tour de ces questions épineuses. À l'issue de cette rencontre, les deux parlementaires ont appelé à la prise de mesures fortes pour résoudre le problème de l'insalubrité, ainsi qu'une forte pression contre les constructions anarchiques qui provoquent des inondations et des drames humains. L'Assemblée nationale, sous le leadership de l'honorable Vital Kamere, a donc approuvé cette proposition qui vise à analyser les conséquences ainsi que voir quelles sont les propositions de mesures à pouvoir prendre. Nous sommes dans une ville où il est pratiquement difficile de se mouvoir aujourd'hui, de programmer un rendez-vous, de programmer un agenda. Et on ne peut pas continuer dans cette situation. Et voilà pourquoi nous avons absolument tenu à rencontrer le gouverneur de la ville, qui est l'autorité numéro 1. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno et l'ancien ministre de la Pêche et Élevage Adjien Bokele ont plaidé pour des mesures conjoncturelles, urgentes, mais également pour des réponses structurelles. Voilà, nous sommes allés trop vite. C'était là une audience que le gouverneur de la ville de Kinshasa a accordée à l'une des commissions de l'Assemblée nationale. Les routes Mbujimayi, Katende et Katende Kabeya Kamwanga subissent les travaux de bitumage et de réhabilitation des travaux exécutés par l'Office des routes, comme en témoigne ce reportage de Joël Mekela. Fin de préalable pour démarrer la réhabilitation des routes dans le Kassai oriental. Deux protocoles d'accord viennent d'être signés entre l'Office de route et l'entreprise GMC d'une part et Safrimex d'autre part. Les travaux vont constituer essentiellement au bitumage et réhabilitation de routes. Concernant l'entreprise GMC, le coût des travaux est évalué à 31 millions de dollars américains pour une durée de 18 mois sur le tronçon Katende Kabeya Kamwanga, long de 15 km. Je vais demander aux familles de plus nous faire confiance parce que nous sommes déjà une entreprise qui est déjà sur le terrain. Nous avons déjà un parcours. Pour ceux-là qui nous connaissent, ils savent déjà que GMC, c'est une entreprise Oyo Vazo Benga Panamboka. Et pour la société Safrimex, il s'agit de la route Mbujimayi Katende sur un tronçon de 30 km. Le coût global est estimé à 84 millions de dollars américains pour une durée de 24 mois.
La particularité des travaux avec cette entreprise est que les 5 premiers kilomètres seront dotés de 2 bancs de circulation. On souhaite le bienfait, la bonne exécution de ces projets, ces tronçons-là, pour les meilleurs, pour Boujmaï, pour le Kasaï central et pour le Kasaï oriental. Ces projets visent à améliorer significativement l'infrastructure routière, facilitant ainsi le transport et le développement économique dans ces coins du pays. Voilà une clarification dans ce journal. La journaliste de la RTNC, Jemima Mongo, n'a jamais été poignardée. Elle a plutôt été victime d'un accident de circulation dans la nuit du mardi 12 novembre 2024 sur l'avenue des Libérations, ex-24 novembre, provoqué par une agression de la part des inconnus armés le long de la clôture du camp Kokolo. Ces derniers ont barré la route au motard qui l'a transporté, assémant un coup de crosse au bas de l'œil gauche de la journaliste, projeté aussitôt sur l'asphalte. Contrairement à la rumeur selon laquelle elle a été gravement touchée sur son crâne, celle-ci a été plutôt opérée du bas de l'œil gauche. Son admission et son opération à l'hôpital du Cinquantenaire ont été entièrement prises en charge par la radio-télévision nationale congolaise RTNC qui continue à suivre de près l'évolution de sa santé. Ce journal se poursuit. Les agents et cadres de l'administration du secrétariat général de l'enseignement supérieur et universitaire ont bénéficié d'un lot de matériel informatique et autres fournitures de bureaux. La cérémonie de remise officielle de ce don a été présidée par le secrétaire général Pacifique Ilosio Monano Rodepanda. Des dizaines de cartons de papier, d'éplicateurs, des outils informatiques composés essentiellement des ordinateurs, imprimantes, des onduleurs, des cartouches en grande quantité et autres fournitures de bureaux, c'est l'eau des matériels. Une dotation du secrétaire général au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire octroyée aux agences et cadres de l'administration avec l'aval de Madame le ministre Marie-Thérèse Sombo pour le renforcement des capacités matérielles. Toutes les différentes directions ont été servies. Le tout pour un total de 23 000 $ américains. Cartons de papier et outils informatiques en même, c'est un véritable soulagement et réconfort moral et intellectuel pour ces administratifs déterminés à servir la nation congolaise. Pacifique Ilosio Imonano, secrétaire général à l'USU, a insisté sur l'essence des responsabilités des bénéficiaires pour en faire bon usage tout en les exhortant à l'excellence dans le travail et bannir tout comportement visant à nuire au service et surtout pas aux autres. Sous la houlette, le soutien de notre tutelle, son Excellence Madame Marie-Thérèse Sombo, nous avons pu mobiliser ce peu d'équipements informatiques, de fournitures en faveur de nos directions. Si moyen il y a, c'est pour les services d'abord. Nous sommes attendus au niveau des tiers par le travail, et le travail il se produit avec ce que nous avons distribué. Nous sommes déterminés à accompagner les services. L'administration, c'est le fondement de la gestion de la République. La performance de ces services demeure indispensable. Et puis devant les journalistes des organes, de tous les organes de presse de la province orientale, le gouverneur Jean-Paul Mboueba Kapo a retracé ses réalisations et ses projets pour le développement de la province du Kasaï oriental. C'était au cours d'un point de presse. Suivez. Le gouverneur de province Jean-Paul Mboueba Kapo a animé mardi 19 novembre au gouvernorat de province sa toute première conférence de presse depuis qu'il est à la tête de la province. À cette occasion, il a évoqué ses réalisations pendant ses premiers 120 jours et son voyage en Chine. Dans le cadre de ses réalisations de 4 mois comme gouverneur, Jean-Paul Mboueba Kapo a signalé la paye des salaires impayés des agents du gouvernorat de province, la dotation des fournitures scolaires aux écoles pour être utilisées pendant 2 trimestres. Plusieurs projets sont en perspective, dont la dotation des bancs pupitres à l'Institut Mobutu, assurer la desserte en eau et en électricité, améliorer les conditions carcérales des prisonniers et lutter contre l'insécurité. À la question de savoir pourquoi les tracteurs agricoles sont immobilisés au gouvernorat de province au lieu d'aller faire les champs, Jean-Paul Mboueba Kapo a été clair. Je suis là et je compte sur ces engins. À ce stade, nous avons réussi à amener 8 de ces tracteurs sur 15
Et comme vous le voyez là-bas, ils n'ont pas de charrues. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'accessoires. C'est pourquoi vous les voyez, ils sont garés là-bas en attendant que le reste du matériel nous arrive ici. Nous avons déployé beaucoup d'efforts, nous avons dépensé beaucoup d'argent. Au sujet de la conférence des gouverneurs qui se tiendra dans le Tanganyika, le chef de l'exécutif provincial précise qu'il va à Kalemi avec un cahier de charges bien fourni. Quant à sa mission en Chine, elle a été pour lui un bien-être pour la population du Kasaï oriental. Et enfin, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, était en matinée politique devant la base de son parti. Il a expliqué le bien fondé de l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la révision de la Constitution. Suivez. Annoncé dans les débuts matin du jeudi 22 novembre, cette matinée politique convoquée par les chefs de l'état-major politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a connu une mobilisation sans précédent. En bon meneur des troupes, le président intérimaire de l'UDPS, Augustin Kabouya, a rappelé les troupes à l'ordre et à la discipline avant d'aborder les enjeux politiques de l'heure. Dans une démarche comparative, l'élu de Moamba a opposé aux détracteurs du chef de l'État des performances socio-économiques et des droits de l'homme inégalés réalisés par le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans un temps record. À titre illustratif, la gratuité de l'enseignement, de la maternité, la construction de plus de 1500 km de routes et des infrastructures de base dans le cadre des PDL 145 territoires. La liste n'est pas exhaustive. Concernant la question d'actualité sur la révision ou changement constitutionnel, le secrétaire général a démontré noir sur blanc les lacunes et les pièges que contiennent l'actuelle constitution et ses conséquences fâcheuses sur la vie de la nation. C'est dans cette optique que le numéro 1 de l'UDPS appelle à une mobilisation générale sur terrain pour expliquer les biens fondés de cette initiative présidentielle à la population, pour montrer à la face du monde l'adhésion populaire à cette démarche du président de la République. Nous devons rester aux aguets pour occuper les rues au moment opportun, a conclu le secrétaire général de l'UDPS. Voilà un communiqué officiel dans ce journal. La direction générale de la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, Sokoda COP-CA en cycle, informe les usagers des œuvres de l'esprit et autres assujettis qu'elle lance l'opération de recouvrement forcé avec l'assistance du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe sur fond la réquisition d'informations à partir de ce vendredi, à partir du vendredi 16 novembre 2024. Elle prie les concernés de s'acquitter de leurs créances et obligations vis-à-vis de la Sokoda COP-CA au risque de subir la rigueur de la loi. Ce communiqué porte la signature du DG intérimaire Mondonga Moyama Joe. Juste après le générique, vous suivrez l'intégralité du compte rendu de la réunion du Conseil des ministres qu'a présidé le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, hier vendredi 22 novembre 2024. Merci de votre sympathique attention. Merci à toute l'équipe technique. L'actualité continue sur nos antennes. À 13h, prenez rendez-vous avec Yvette Maputima. Au revoir.